la réforme des lycées et plus particulièrement la réforme du bac. Et puis tu nous feras un focus sur les adaptations pour les 10. Il y a beaucoup de craintes de la part des familles, à la fois sur le contrôle continu et sur le fameux grand oral pour les dysphasies. D'accord, Et d'accord. voilà, donc je te passe la parole. Donc, s'agissant de la réforme donc, du lycée et puis des adaptations, je vais faire une intervention que je vais essayer d'être brève mais concis et précis en 3 points. D'abord, je vais quand même vous rappeler les raisons de cette réforme, les raisons qui ont guidé le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports à enclencher cette réforme. Deux, les 4 principaux changements qui, aujourd'hui, transcendent cette réforme. Et puis, troisième point, les modalités d'adaptation par rapport à l'examen. Alors, d'abord, les raisons. Bon, schématiquement, on peut considérer qu'il y a 3 raisons majeures qui ont guidé le ministre sur cette réforme. Bon, la première, c'est ni plus ni moins que la réussite des jeunes bacheliers, notamment à l'entrée à l'enseignement supérieur. La vocation du lycée aujourd'hui, comme la vocation liée à l'obtention du baccalauréat, ce n'est pas simplement de certifier un niveau d'enseignement secondaire, c'est aussi de contribuer à la réussite à l'enseignement supérieur. Or, on a beau avoir, je mets de côté la session de juin 2020, une moyenne depuis une dizaine d'années de taux de réussite au baccalauréat qui est de l'ordre de 83 à 87%, avec des variations selon les baccalauréats, et de constater que lorsque les mêmes jeunes gens poursuivent à l'enseignement supérieur, on a des taux d'échec très importants, de l'ordre de près de plus de 40% dès la première année, avec des taux et de redoublement et d'abandon qui sont très élevés. Donc, certes, il y a des efforts à faire du côté de l'enseignement supérieur. C'est notamment traduit par la loi ORÉ, orientation réussite des étudiants, mais il y a aussi des efforts à faire au niveau du lycée en tant que susceptible de mieux préparer à la réussite à l'enseignement supérieur. C'est la première raison. La seconde raison, c'est quand on a observé depuis une bonne dizaine d'années la réforme, effectivement, des lycées. La dernière en date qui a créé les séries LESS date de 1993, appliquée progressivement à partir de 1995. On a constaté quoi? Alors que la réforme initiale avait pour but, notamment s'agissant des séries d'enseignement général, donc LESS, de faire en sorte qu'il y avait une forme d'égale dignité entre les séries. On a constaté en fait de 95 en gros à 2015 une dérive progressive dans cette égale dignité des séries, puisque finalement, force est de constater que plus de la moitié des jeunes lycéens allaient vers la série S, faisant en quelque sorte la série S le marqueur du lycée, et en considérant que si nos enfants ne passaient pas par la série S, force est de constater qu'ils allaient sans doute avoir de plus grandes difficultés à l'intérieur du parcours universitaire et supérieur. Par ailleurs, à l'intérieur de la CIS, se posait forcément, comme toujours, la primatie des mathématiques et, d'une certaine manière, la primatie de certaines disciplines scientifiques. Bon. Deuxième raison, on a un lycée qui, peu à peu, alors qu'il se voulait équilibré entre les séries, a peu à peu dérivé vers la série S, dont je me permets de faire observer que si progressivement plus d'un élève sur deux, 51%, choisissait la série S, force est de constater que, étant détenteur ensuite d'un baccalauréat S, moins de 25%, c'est-à-dire de moins de 50% des 51%, continuer dans des études scientifiques. Donc ça pose véritablement le problème de la réalité des parcours qui étaient offerts à travers cette structuration LESS. La troisième raison, c'est la lourdeur du baccalauréat. Machine énorme, un volume de copies très important, pratiquement tout le mois de juin en examen, un coût énorme, donc une organisation qui était d'une complexité accrue au fur et à mesure des ans. Donc c'est 3 raisons. 1, le constat d'échec relativement conséquent en enseignement supérieur. 2, un déséquilibre interne au lycée avec une trop forte primatie de la série S qui ne destinait pas pour autant les jeunes gens aux études scientifiques. Et enfin, une lourdeur et une complexité du bac ont décidé, ont conduit le ministre
à partir de 2017, a lancé une réflexion sur la réforme du bac. Il y a donc eu un travail conséquent qui a été fait par Pierre Mathieu, qui est le directeur de Sciences Po Lille, qui, donc, en 2017-2018, a fait un certain nombre de propositions au ministre. Et le ministre a fini par annoncer en février 2018 les orientations qui allaient guider cette réforme mise en place à partir de septembre 2019 et qui conduisait à ce que le premier véritablement bac nouveau était celui de juin 2021. Alors, deuxième remarque, donc, 4 changements dans cette réforme aujourd'hui. Le premier changement, qui est le plus spectaculaire sans aucun doute, qui est historique, de permettre d'utiliser ce qualificatif, c'est-à-dire que désormais, à l'intérieur de la voie générale, il n'y a plus de série. Je rappelle qu'il y a eu une première réforme en 1968 où on a créé les séries A, B, C, D, celle de ma génération par exemple, et ensuite en 93-95, LES, S. Or, aujourd'hui, et c'est en cela où c'est historique, il n'y a plus de série LES, S. Ça veut dire que l'organisation interne du lycée est organisée totalement différemment, non pas à partir d'un choix de série fait par les élèves, mais d'un choix de parcours de formation. Et c'est ça, véritablement, la principale innovation de cette réforme, c'est qu'aujourd'hui, dès l'instant où les élèves accèdent à la seconde qui est d'une certaine manière conçue comme la prolongation du collège, comme la confirmation d'un niveau de formation auquel chacun doit tendre, à partir de la seconde, on a donc, au lieu des séries LES-S, un certain nombre d'enseignements dits de spécialité que les élèves choisissent. Et c'est ça la vraie nouveauté, me semble-t-il, de cette réforme, c'est-à-dire qu'à l'issue de la seconde, les élèves vont choisir 3 enseignements de spécialité qui vont couvrir 3 fois 4 heures, c'est-à-dire que sur un emploi du temps hebdomadaire de 28 heures en première, les élèves vont en choisir 12 heures. Parmi les 3 enseignements de spécialité de première, ils vont en choisir et en garder 2 en terminale, 2 fois 6 heures, c'est-à-dire encore 12 heures d'enseignement de spécialité choisis par les élèves, 12 heures rapportées à 28. Ça vous montre combien aujourd'hui, en première et en terminale, plus de 40% des enseignements sont choisis par les élèves, nonobstant les choix de langue par ailleurs, comme ils peuvent le faire dans les enseignements de tronc commun. Donc on a des parcours de formation qui sont largement choisis par les élèves. Mais, deuxième changement important, en dehors de cette structuration en parcours, choisie par les élèves, j'insiste beaucoup, il est clair qu'il y a une double volonté de la part du ministre, c'est élever le niveau de formation d'une part, c'est l'exigence du niveau de formation, et en même temps l'égalité des chances, c'est-à-dire résorber autant que faire se peut les difficultés scolaires. Dans cette deuxième approche, il y a donc 2 volontés qui sont affirmées. 1, on change les programmes. 2, on consolide malgré tout au lycée les savoirs fondamentaux à travers des enseignements qu'on appelle le tronc commun. Donc les programmes ont tous été changés avec une certaine exigence, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et par ailleurs, lorsque je vous disais qu'en première et en terminale, les élèves avaient donc 12 heures d'enseignement choisi de spécialité, ils ont en moyenne 15 à 16 heures d'enseignement obligatoire, qu'on appelle les enseignements de tronc commun, à l'intérieur duquel il y a les disciplines fondamentales qui contribuent à donner culture commune à tous nos jeunes. Cette culture commune participe de l'élévation du niveau de formation, mais participe aussi de la consolidation des savoirs fondamentaux tels qu'on essaie de les installer et de les consolider dès l'école primaire. Il y a donc là un continuum de formation entre l'école primaire et le lycée. Il y a une partie centrale qui reste très importante en matière d'élévation des niveaux de formation et de culture commune. Troisième changement, le bac lui-même, l'organisation du bac lui-même. Donc on est dans un processus double, là aussi. À la fois, il faut le simplifier eu égard au constat antérieur, de lourdeur, de complexité, mais en même temps, il faut se poser la question de la manière dont le processus d'évaluation peut contribuer à mieux préparer les élèves à l'enseignement supérieur. Dans le schéma antérieur, celui qu'on a tous connu depuis la Ve République et avant, c'est-à-dire d'une épreuve terminale finale qui a lieu en juin, au lieu d'avoir simplement que des examens terminaux finaux,
on essaye de combiner plusieurs processus qu'on appelle de contrôle continu. Et ce processus de contrôle continu a deux vertus. À la fois, il s'inspire des pratiques d'évaluation de l'enseignement supérieur, mais en même temps, il essaye de valoriser la régularité du travail des élèves. Valorisation de la régularité du travail des élèves. Éviter qu'il y ait le couperet du mois de juin. Éviter que les gamins se mettent à s'affoler 3 semaines avant le bac et à réviser sans arrêt, alors que par la régularité, on obtient le baccalauréat. Donc, on a donc désormais un baccalauréat français qui se rapproche du standard européen. C'est-à-dire, on a 60% des points du baccalauréat qui sont obtenus toujours en épreuve terminale, comme par le passé, si je puis dire, même si la nature des épreuves change. Et 40% en processus de contrôle continu. Dans ces 40%, il y a 10% qui sont liés aux notes obtenues sur le bulletin scolaire, sur le livret scolaire, et on a 30% des notes qui sont obtenues par des rendez-vous, 3 rendez-vous, 2 en première, 1 en terminale, qu'on appelle évaluation commune, et qui portent, s'agissant des disciplines, sur les disciplines de tronc commun. Donc, le livret scolaire, lui, qui pèse 10 points sur l'ensemble du baccalauréat, met toutes les disciplines au même rang et la même dignité de valeur. Je peux avoir art vaut mathématiques, l'EPS vaut l'anglais. Toutes les disciplines ont la même valeur de coefficient. Dans l'évaluation commune, les 3 rendez-vous, 2 en première, 1 en terminale, ce sont exclusivement les disciplines de tronc commun. Donc là, on est sur LVA, c'est-à-dire la langue vivante 1, la langue vivante 2. On est sur l'histoire-géographie, on est sur les enseignements scientifiques. On est, en ce qui concerne la voie technologique, en plus, les mathématiques à la place des enseignements scientifiques. Donc, ces enseignements de tronc commun, chaque discipline a un coefficient, l'EPS, chaque discipline a un coefficient de 5%. Donc, on a donc bien, dans la modification du baccalauréat, à la fois une simplification qui fait qu'il n'y a plus désormais au mois de juin que, en finale, en épreuve terminale, que 4 épreuves terminales, c'est-à-dire, je précise, on a l'année de première, on a l'épreuve terminale du mois de juin de français, oral et écrit, une épreuve. On a ensuite, au mois de mars, c'est aussi une nouveauté, l'épreuve terminale écrite de l'enseignement de spécialité gardée en terminale, donc les 2 enseignements de spécialité. Et puis en juin, on a l'épreuve du grand oral, sur lequel je vais revenir après, et l'épreuve de philosophie. Donc vous voyez qu'en matière d'épreuve terminale, c'est extrêmement simplifié par rapport à ce que nous connaissions antérieurement. C'est à la fois simplifié et puis c'est à la fois étalé. Étalé, certes, sur les 2 ans, comme c'était auparavant, mais c'est aussi étalé entre juin de première, mars de terminale, juin de terminale. À cette simplification du baccalauréat et à cette évolution des pratiques d'évaluation de nos enfants, il faut donc ajouter un 4e changement au baccalauréat. Le 4e changement concerne l'articulation avec l'enseignement supérieur. Il est clair que je remets en ordre des choses qui n'ont pas eu tout à fait la même temporalité, mais maintenant que les choses sont toutes calées, il y a à la fois eu, certes, la réforme du lycée et du baccalauréat, mais il y a eu la réforme de l'affectation en enseignement supérieur qu'on appelle Parcoursup, et il y a eu la loi Auré de l'enseignement supérieur quant aux conditions de réussite en enseignement supérieur, que ce soit licence, master ou doctorat. Bien. Ces 3 réformes, le lycée avec le bac, Parcoursup, accès à l'enseignement supérieur et dans l'enseignement supérieur, font que le système français, et je parle de système éducatif global, est aujourd'hui mis en cohérence pour accentuer la réussite des élèves. Et dans cette accentuation de réussite, il y a évidemment une finalité commune à ces 3 réformes, c'est d'élever le niveau de formation des jeunes. C'est de faire en sorte effectivement que la France continue à progresser
comme étant la 6e puissance mondiale par son école. Quand vous avez entendu à plusieurs reprises le ministre dire au moment du Covid, évidemment, il faut que l'école fonctionne et que les jeunes aillent à l'école. Il faut imaginer que dans un certain nombre de pays, d'autres choix ont été faits, mais c'est d'une certaine manière un peu catastrophique par rapport à la réalité des élèves tels qu'ils seront du fait de ces absences scolaires. L'école est le creuset de la République, à des fins démocratiques évidemment, à des fins de laïcité évidemment, mais l'école est aussi un élément d'élévation d'une nation. Et force est de constater que les 3 réformes simultanément et de manière successive contribuent à cette évolution de réussite. J'ajoute un deuxième point et je m'adresse particulièrement aux familles. Dans la mise en cohérence des 3 réformes, il y a un élément clé qui est le choix, je le dis 3 fois exprès, le choix des enfants. Je m'explique. À l'issue de la seconde, les jeunes choisissent 3 enseignements de spécialité. C'est une première de pouvoir choisir l'enseignement dans lequel j'ai le plus d'appétence. C'est une première de vouloir faire en sorte que finalement, je choisisse une discipline dans laquelle je vais être davantage motivé. Et sur un postulat qui est extrêmement simple, si je choisis quelque chose de rechef, je serai sans doute plus motivé. Et si je suis plus motivé, alors je serai sans doute dans des probabilités de réussite qui seront meilleures. Et alors, l'exigence qui est souhaitée dans les programmes contribuera alors à élever encore un peu plus mon propre niveau parce que ce sera fondé sur les motivations qui m'animent. Ceci vaut pour le lycée en première et en terminale, mais ça vaut aussi cette notion de choix, c'est très important, dans Parcoursup. Dans le choix d'affectation, je vous rappelle que vous devez exprimer 10 vœux d'affectation en enseignement supérieur, et c'est vous qui exprimez vos vœux. À chaque fois que Parcoursup tourne et vous fait proposition, c'est vous qui décidez. Quand bien même il y ait adéquation du fait de l'algorithme de Parcoursup entre la capacité de vos enfants et les attendus des parcours de formation portés par les responsables de l'enseignement supérieur, et qu'ils vous disent, bah oui, on est partant pour accueillir votre enfant, in fine, c'est vous qui décidez. Quand votre enfant a plusieurs possibilités d'affectation, il choisit celle qu'il veut. Et lorsqu'il y a parfois des désaccords, le dernier mot revient à l'enfant, le dernier mot revient à la famille. Donc je voudrais ici insister beaucoup sur cette évolution, ce changement de paradigme. Moi qui suis à l'automne de ma vie professionnelle, je considère que c'est un élément clé dans l'évolution du système. Ça ne s'est jamais produit. On n'a jamais autant donné le choix entre première, terminale, choix de bac, choix d'affectation au niveau des élèves. Mais je répète, donner le choix des élèves, ce n'est pas du laxisme. Donner le choix aux enfants ou aux familles, ce n'est pas ne pas assumer ses responsabilités. Et lorsque, effectivement, il y a des responsabilités qui s'expriment en matière d'élévation de niveau de formation et d'égalité de chance, ben ça veut dire effectivement qu'on veut tirer encore un peu plus vers le haut la nation française. Troisième et dernier point, en matière d'adaptation des examens. Et pour répondre d'ores et déjà sans doute à certaines questions qui sont en cours. Alors, évidemment, tout élève porteur d'un trouble 10 peut bénéficier, je le rappelle, c'est notamment dans la loi Peillon, d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement particuliers, et en particulier, il y en a 2 qui concernent les enfants 10, c'est le PPS, d'une part, et puis c'est le PAP. Je rappelle que d'ailleurs, s'agissant du PAP, c'était une vraie nouveauté de la loi Peillon de 2013. Donc à partir du moment où un trouble 10 a été reconnu, et que cette reconnaissance de trouble conduit à ce qu'il y ait un accompagnement par projet. Ça veut dire donc qu'il y a une adaptation, en quelque sorte, à la scolarité et une prise en compte de la réalité de ce trouble dans le déroulement de la scolarité. Maintenant, effectivement, l'adaptation du déroulement de la scolarité, en matière d'aménagement divers et variés, il est clair que ça doit conduire aussi à une prise en compte dans les aménagements des examens. Alors, traditionnellement, cette adaptation se traduit bon an, mal an, soit par du tiers-temps, ça a été dit tout à l'heure au moment de la contribution de la présidente irlandaise,
ça se traduit aussi effectivement en France, ça se traduit aussi par des adaptations, on va dire, d'accompagnement peu ou prou technologique, que ce soit les scripteurs ou autres. Et la bonne nouvelle récente, c'était un peu implicitement évoqué par Madame la ministre tout à l'heure, c'est qu'il y a un décret qui est en cours de publication et qui a vocation à simplifier, je dis bien simplifier, la procédure et de rendre cohérentes les adaptations mises en place au cours de la scolarité, ainsi que des aménagements obtenus, et d'unifier, c'est ça le point le plus important, d'unifier le cadre pour la mise en place d'un formulaire national unique. Donc il y a une volonté de simplification pour que tout jeune, je répète, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé, ça c'est pour les enfants présentant plutôt des pathologies et des troubles plutôt à vocation médicaux, et d'un plan d'accompagnement personnalisé qui est donc accordé au titre d'un trouble du neurodéveloppement, ils doivent désormais, ils devront, parce que le décret n'est pas encore passé, il est encore en cours de discussion, mais simplement adresser leur demande d'aménagement des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente sans solliciter, point très important, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure sur le processus de confiance qui est à construire, sans solliciter un nouvel avis médical. Donc là, cette évolution sur laquelle je veux insister, qui est en cours, va permettre à tout jeune, tout jeune portant un trouble 10, qui est en règle générale reconnu à travers un PAP, parfois par un PPS, qui sont en gros les deux outils principaux d'adaptation à la scolarité. Ce décret va permettre d'adresser directement la demande d'aménagement des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative sans recourir à nouveau à un nouvel avis médical. Et à partir de là, il y a donc une série d'adaptations qui vont avoir lieu, dont peut-être le tiers-temps, dont peut-être des adaptations sur l'environnement technologique d'accompagnement. Mais il peut y avoir aussi, selon les cas, d'autres adaptations possibles. Alors j'ajoute un point, c'est qu'une fois que le décret sera sorti, il va donc y avoir une circulaire d'adaptation. Et cette circulaire d'adaptation va permettre aussi de conduire à identifier les logiciels qui vont être autorisés pendant les examens. Donc entendez bien ce que je dis. Dès l'instant où votre enfant sera reconnu, si je puis dire, bénéficiaire d'un aménagement des examens, selon effectivement le PAP ou le PPS qui aura été vu dans la scolarité, il y aura des possibilités de recourir à des logiciels. Alors, il faut les autoriser parce qu'il faut leur donner un agrément national, mais des logiciels qui vont, rappelez-vous ce qu'a dit Michel Mazot tout à l'heure, qui vont compenser une partie, effectivement, du handicap pendant le déroulé de l'examen. Donc, je pense qu'il y a là un progrès sensible qui est en cours, même si je ne sous-estime pas, et je me permets de le dire en toute objectivité, il y a encore ici ou là des causes d'obstacles. J'ai quand même la faiblesse de penser que ce qui est en cours va aller dans le bon sens, et surtout, ça va à la fois unifier toutes les pratiques sur l'ensemble du territoire national, et c'est heureux, et deuxième point, ça va simplifier un petit peu la procédure administrative, qui était quand même un petit peu le fer de lance de la FF10. Alors, parmi les examens, quid du grand oral? Alors, je vous rappelle deux choses. Alors, sur les pratiques d'évaluation, donc vos enfants vont à la fois être évalués dans le cadre du livret scolaire, c'est-à-dire par le prof de la classe. Ils vont être évalués en évaluation commune sur les disciplines de tronc commun, à raison de 3 rendez-vous, 2 en première et en terminale, et là, ils vont être évalués par un autre enseignant de la classe, mais qui devrait être, selon la nature des disciplines d'ailleurs, plutôt un enseignant de l'établissement. Je dis bien plutôt selon la nature des disciplines. Les disciplines à faible flux, souvent, c'est un enseignant d'un autre établissement. Et 3, il va être évalué en épreuve terminale, là aussi, par un enseignant qu'il ne connaît pas, comme n'importe quelle épreuve. Alors, s'agissant du premier type d'évaluation, comme c'est le prof de la classe, mais le prof de la classe qui a connaissance du PAP ou qui a connaissance du PPS, parce qu'il y a, s'agissant du PAP, il y a contribué, forcément, il y aura des adaptations, et il y a déjà
des adaptations au fur et à mesure des devoirs sur table ou des devoirs à la maison qui sont proposés. Donc là, il faut vous rassurer dès lors, je répète, il faut vous rassurer dès lors que le pape indique explicitement les conditions d'aménagement de la scolarité, dont notamment les devoirs sur table ou les devoirs à la maison, premièrement. Deuxièmement, s'agissant des évaluations communes, là aussi, dès l'instant où votre enfant bénéficie d'un PAP ou d'un PPS, du fait notamment du décret, ça veut dire que de la manière dont il va être évalué dans les évaluations communes par un enseignant, il n'est pas l'enseignant de sa classe, l'enseignant de sa classe aura un certain nombre d'informations et les conditions de passation des évaluations communes qui sont de 2 heures seront évidemment aménagées. Si votre enfant doit bénéficier d'un tiers-temps, ben, il fera 2 heures plus un tiers de temps. Si il doit bénéficier d'un scripteur, eh bien, il bénéficiera pendant ces 2 heures d'évaluation commune d'un accompagnement. S'il doit bénéficier d'un aménagement dans, si je puis dire, l'exercice, c'est-à-dire au lieu de faire 8 exercices, on lui dit vous en ferez 5, comme ça se passe dans certaines disciplines, ça sera objectivement indiqué et connu. S'agissant des épreuves écrites cette fois-ci, donc je suis sur l'examen terminal des épreuves écrites, là encore, les correcteurs auront connaissance, sauront que votre enfant, effectivement, a comment dirais-je, bénéficié d'un aménagement qui tient une épreuve de 4 heures, ben, il y aura un tiers-temps. Si pendant le déroulé des 4 heures, il a besoin d'un scripteur, voilà, il bénéficiera naturellement du fait de ce décret des conditions d'aménagement de l'examen et donc du coup des conditions en quelque sorte de passation. Alors, s'agissant du grand oral, donc je rappelle que le grand oral, c'est aussi une innovation dans l'examen du baccalauréat. Alors, petit détour de sens. C'est quoi le grand oral? Le grand oral, il a une vocation première. Il a une vocation à pouvoir apprécier les capacités langagières, les capacités en quelque sorte d'éloquence et de prestation, j'insiste là-dessus, considérant que l'oral, maîtriser l'oral, c'est une capacité désormais élémentaire dans la vie quotidienne. Donc, il est important que dans la scolarité du jeune, il y ait à un moment donné une épreuve qui valorise les capacités nécessaires à pouvoir s'exprimer, à pouvoir s'expliquer, à pouvoir argumenter dans des conditions particulières. Donc, il y a une prévalence, si je puis dire, des capacités autour de l'expression orale, de la prestation du jeune. Bon. Cette séquence est de 20 minutes, découpée en 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Les 5 premières minutes portent peu ou prou sur des supports de manière à guider en quelque sorte et à enclencher la première prestation du jeune. Donc c'est le jeune qui va rentrer et effectivement qui va pouvoir présenter le projet sur lequel ou les supports sur lesquels il a réfléchi. Ensuite, il y a une dizaine de minutes d'interaction avec le jury. Le jury est composé de 2 enseignants, un enseignant de spécialité, puisque je rappelle que le point d'entrée des 5 premières minutes porte sur ce que votre enfant a pu faire sur 1 ou 2 enseignements de spécialité qu'il a gardés en terminale. Et le deuxième membre du jury n'est pas un prof de spécialité, c'est un prof X, on va presque dire naïf, mais qui est plutôt là pour observer le comportement de l'enfant, voir effectivement comment il s'exprime et aussi comment il réagit avec pertinence aux relances du jury en matière argumentative. À l'issue des 10 minutes d'interaction autour effectivement des enseignements de spécialité peu ou prou portés par des éléments de support, il reste les 5 dernières minutes qui sont plus ouvertes et qui sont plus centrées sur le projet d'orientation, c'est-à-dire que votre enfant sera questionné sur ses intentions de parcours en enseignement supérieur, voire sur ses choix particuliers qu'il a pu déjà exprimer. Et a priori, sachant les dates qui sont retenues, c'est-à-dire que le grand oral se passera principalement 3e et 4e semaine du mois de juin, la très grande majorité
des jeunes gens et des jeunes filles auront connaissance de leur affectation dans Parcoursup, il pourra alors expliciter, au-delà de la réalité de son affectation, les raisons pour lesquelles il a fait tel ou tel choix et au-delà des raisons d'affectation d'enseignement supérieur, en quoi ce parcours d'enseignement supérieur débouche sur des intentions d'emploi ou de métier futurs. Alors, évidemment, pour les familles, en particulier dyslexiques, les conditions, c'est pour ça que le décret est très important. Évidemment, l'épreuve orale, par sa nature, va être une forme relative selon la gravité et la nature du trouble 10, une difficulté pour le jeune. Donc, je répète, tout jeune 10 porteur de ce type de difficultés présentant un PAP et un PPS va pouvoir bénéficier réglementairement, je le répète, d'une demande d'aménagement de conditions d'examen et du coup pouvoir, là aussi, s'agissant du grand oral, d'avoir des possibilités d'aménagement. Les possibilités d'aménagement seront de même nature, c'est-à-dire que s'agissant de l'écrit, c'est-à-dire il y a du temps complémentaire parce que c'est une épreuve. Il peut y avoir aussi des aides, y compris il peut y avoir des éléments support qui contribuent à aider votre enfant à mieux passer cette séquence d'oral. Et puis je le répète, hein, même si les candidats, quels que soient les besoins particuliers qui leur sont proposés, sont traités équitablement, puisque c'est le principe même d'un examen national, il y a une équité. Mais pour autant, je répète, des adaptations seront proposées pour éviter de les mettre en trop grande difficulté par rapport à la nature des épreuves. Voilà ce que je pouvais dire. Alors après, c'est dans les modalités pratiques. Le souci, c'est comment le jury va bien être informé, comment il va pouvoir évaluer l'oral d'un jeune dysphasique qui a un problème qui est dans l'incapacité d'argumenter, c'est-à-dire que devant l'oral, ben, il perd tous ses moyens. Hein. Donc ça, c'est une vraie problématique et il y a des craintes de la part des familles. Et la crainte aussi, qui est pas enfin, qui est énorme, c'est que le contrôle continu enfin, tout le long de l'année, c'est d'avoir ces fameux aménagements concrètement en fonction des besoins et de ce que demande la famille. Et aujourd'hui, on a, malgré le décret effectivement que tu annonces, on voit bien que la barrière administrative va toujours être là. Il faut que le PAP soit signé. On sait aujourd'hui à cette rentrée, compte tenu du Covid, qu'il n'y aura pas de nouveau PAP dans certains départements par manque de médecins scolaires. Donc cette barrière qu'on a, parce que tout simplement il y a un manque de moyens hein, en face, les PPS qui ne sont pas rédigés, donc on n'aura pas les aménagements rédigés à temps, ça veut dire que cette année, on sait dessus, là, à l'heure où je parle, on sait qu'il y aura des bugs. Et ce qui nous embête, c'est qu'on a beau alerter, dire pourquoi finalement un certificat du médecin ou des professionnels de santé qui dit qu'ils ont besoin de tel ou tel aménagement, pourquoi finalement on ne les croit pas, pourquoi c'est détricoté, enfin voilà, on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas simplifié comme on pouvait le voir dans d'autres pays. Mais on ne va pas lâcher. S'il faut encore et encore le redire, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Un décret, bah, il faut attendre peut-être 5 ans, 10 ans pour que ça soit bougé. On sait que le PAP, il faut qu'il soit bougé, il n'y a pas de recours possible parce qu'il n'est pas au bon endroit dans la loi ou dans le décret. Donc il y a plein de choses comme ça. Avant de bouger un iota, c'est difficile. Mais il y a une chose où je suis sûre, c'est que quand il y a une pandémie comme le Covid, on est capable d'écrire des lois, d'écrire des procédures et des décrets et des circulaires dans un temps record pour finalement que tout le monde puisse se mettre en ordre de marche, notamment pour faciliter le passage des examens. Et ça, il faut le reconnaître, ça a été quand même quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pu avoir leur bac malgré cette pandémie. Et on le verra cet après-midi, il y a beaucoup de jeunes qui ont pu continuer la télérééducation grâce tout simplement par un... C'était miraculeux, ce qui n'était pas possible
depuis des années a été possible cette année. Donc pourquoi pas rendre possible finalement ce qui est possible à un moment donné, comme une période exceptionnelle qui est le Covid, et j'espère que ça sera donc, enfin que ça va pas durer des années aussi, hein. Ouais. Mais Alors, ça montre bien que l'administration, enfin l'administration, hein, je parle de l'administration parce que je pense que le gouvernement met tout en œuvre pour que les 10 soient entendus, mais que l'administration peut bouger rapidement sans qu'on ait à faire des procès. alors, deux, trois remarques. La première, effectivement, le décret qui est en cours de publication, donc on n'est pas au stade de l'élaboration, on est au stade de publication. Donc ça veut dire que, évidemment, le décret est en cours de publication, les choses vont arriver et ils arriveront de fait avant la session là, de 2021, avec naturellement, concomitamment, la sortie de la circulaire et du coup, euh, euh, la publication des logiciels autorisés pendant les examens, ce qui est quand même une nouveauté forte, ça, hein, les logiciels autorisés pendant les examens, ce qui montre, je dirais, l'effort qui est consenti. Première remarque. Deuxième remarque, comme l'a dit la ministre, il y a le comité de suivi de l'école inclusive qui fonctionne. Il y a le 10 novembre, donc il y a une future réunion. Euh, Si vraiment la fédération reste inquiète sur un certain nombre de points, il n'y a pas de raison de ne pas effectivement solliciter les ministres. Euh, euh, Actuellement, du fait de mes fonctions de chef pilote sur la réforme du bac, au sens général, effectivement, on réfléchit déjà, évidemment, ce qui est normal, sur l'impact Covid. On se rend bien compte que le confinement, au-delà des efforts exceptionnels, hein, qui ont été faits par les uns et par les autres, pour assurer une continuité pédagogique, n'a pas été sans conséquence sur une forme de retard, entre guillemets, que sur les scolaires. Des heures en volume très important, 1 500 000 heures ont été déléguées dans les collèges et les lycées pour accompagner les élèves qui en avaient le plus besoin. Je répète, hein, 1,5 million d'heures ont été déléguées dans tous les collèges de France, dans tous les lycées de France, pour accompagner les élèves. Et je sais, parce que je vais sur le terrain, et je sais combien les équipes de direction de ces établissements et les équipes de profs s'attachent à trouver là aussi des réponses de soutien, des réponses d'approfondissement, etc. Donc il n'y a pas de raison, je répète, que les enfants 10 soient, entre guillemets, non concernés par ce dispositif. Mais pour autant, on voit bien que comme il y a eu une forme de nécessité de rattrapage, on ne peut pas avoir un programme d'examen au mois de mars qui fait comme s'il n'y avait pas eu la période de confinement. Donc, on est obligé, objectivement, de penser en ce moment, et je connais l'attachement du ministre à trouver des réponses, et je pense qu'il communiquera assez rapidement prochainement, mais il nous demande effectivement de trouver des solutions pour éviter, pour reprendre son expression favorite, de ne pas léser les jeunes. De ne pas léser les jeunes. Donc, moi, je pense que dans cette démarche qui vaut pour tous les jeunes qui sont aujourd'hui en terminale, euh, il est sans doute encore utile, en profitant du comité de suivi du 10 novembre, effectivement, peut-être d'aviser, mais moi je le ferai aussi de mon côté, sur les interrogations que vous avez sur les épreuves. Je pense en particulier, si j'ai bien compris le message, sur le grand oral et sur, alors non pas les évaluations communes, puisque dans les évaluations communes, le protocole a été arrêté, il a été suivi, je pense, à minima du tiers-temps, voire d'autres adaptations. Mais ce que j'entends, ce sont les évaluations, ce qui m'étonne un peu plus, hein, je le dis franchement, hein, ce sont les évaluations qui sont au quotidien, c'est-à-dire le devoir sur table ou le devoir à la maison. Je répète, dès l'instant où il y a un pape, ça veut dire que les enseignants avec les parents d'élèves ont convenu, eu égard avec la validation du médecin scolaire, ont convenu de la nécessité d'aménager le parcours scolaire. Donc il n'y a pas de raison dans ces cas-là qu'il n'y ait pas un aménagement des conditions d'évaluation dans le cadre du livret scolaire. Là, moi, je serais intéressé parce que
à ce que vous me fassiez remonter des cas. Moi, j'ai besoin de travailler à ce moment-là sur des cas, et les cas sont de nature à être résorbés. Enfin, il y a quand même une volonté que nous trouvions ensemble les bonnes solutions. On fera remonter les cas. Donc, il y a plein de questions sur les logiciels, hein. Il faut savoir que justement dans l'académie de Nantes, des logiciels étaient interdits, de correcteurs d'orthographe tout bêtement. Donc on sait qu'il y a un groupe de travail qui va se former là-dessus. Oui. Moi, je répète, on est quand même au mois d'octobre, hein, donc Mmh. j'espère que ça va aboutir Mmh. et qu'on sera entendu. Parce je ne connais aucun logiciel qui rédige à la place d'un élève. On demande juste la compensation du handicap, qui est les fautes d'orthographe. Mmh. Et encore, des logiciels performants qui inhibent tout ça, ça n'existe pas, et on le redit, même si Mmh. des dictionnaires, etc. Donc, Non de mais, toute façon, on te fera passer les problématiques. d'accord. Non mais, Et on Nathalie, espère. ce que je peux dire ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que pour rassurer les familles, un, il y a un décret en cours de publication. Deux, ce décret va faciliter et simplifier administrativement les choses. En particulier, je le répète, il n'y a pas besoin de recourir à un nouvel avis médical dès l'instant où le PAP existe et le PPS existe. Il suffit de faire la demande d'aménagement d'examen, et je dirais la commission d'harmonisation académique fera les aménagements souhaités. À l'intérieur des aménagements, deuxième point très important, il y a une volonté nationale qui est portée par la Direction générale des enseignements scolaires, que je salue à cet égard, qui est de faire en sorte que, et c'est logique ça, qu'il y ait une publication des logiciels autorisés, parce que, c'est vrai, il y a des différences territoriales aujourd'hui dans les approches. Or, il est plutôt bon de dire, bien voilà, quels sont les logiciels autorisés pendant les examens. Ça paraît légitime de créer, parce qu'un examen est fondé sur une équité de traitement des candidats, eh bien, il est légitime que le ministère, et je répète, hein, la DGESCO, des logiciels autorisés pendant les examens, de manière à, à gommer, si ce n'est les distorsions territoriales, au moins les interprétations territoriales. La liaison est instable. On va s'arrêter là, Jean-Charles. Je te remercie Oui. beaucoup pour cette première présentation de la réforme du bac. C'est vrai que c'était une inconnue, pas une inconnue, mais les professeurs se posent beaucoup de questions à l'intérieur, et nous, les parents également, à l'extérieur. Bon, j'espère Merci, avoir été clair, et surtout n'hésitez pas à ce moment-là on te saisira. à me faire à me Ouais, saisir, à me faire retranscrire, ouais. et c'est toujours aidant pour nous de savoir à partir de tel ou tel cas de terrain à pouvoir essayer d'améliorer améliorer effectivement le système, si je puis dire, dans l'intérêt des élèves, parce que c'est ça qui nous anime.